Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous. Cette image, c'est un portrait que j'ai réalisé en Louisiane en 2020 et elle représente un homme qui pose fièrement dans le bayou avec ses armes. Cet homme, je l'ai rencontré quelques heures plus tôt dans un restaurant d'une petite ville de Louisiane et je me suis approché de lui, il m'a entendu parler français et la conversation s'est engagée. Plus tard, on se retrouve sur le parking et j'ai remarqué qu'il avait un sticker de la NRA, qui est l'association des armes aux États-Unis. Et donc, on a continué à échanger et il m'a invité à boire un verre chez lui, boire une petite goutte, comme il dit, parce que cet homme, c'est un Cajun. Il s'occupe d'un mini-camping, une sorte de parking qui se trouve en face de chez lui, avec 4-5 mobil-homes qui sont plutôt des trailers, où ce sont des gens qui vivent sur le long terme à l'année. Et je remarque directement qu'il y a un drapeau des États confédérés qui flotte au-dessus d'un des mobil-homes, donc ça situe un peu l'ambiance. Et on continue de discuter avec Pipsi, et plus tard je lui demande si je peux prendre un portrait de lui. C'est à ce moment-là qu'il est parti chercher toutes ses armes, et qu'il décide de poser devant l'appareil. Finalement, on a passé l'après-midi ensemble, il m'a emmené rencontrer un chasseur d'alligators qui est d'ailleurs une star d'un show de télé-réalité local qui s'appelle Swamp People, qui consiste à chasser le plus d'alligators possible. Donc un show assez bizarre. Et j'ai choisi cette photo car pour moi, elle a été une vraie étape, elle marque un retour à la photographie humaniste que j'avais abandonnée pendant plusieurs années. Je m'appelle Arnaud Montagard, j'ai 29 ans et je suis photographe français installé à New York. Je suis né à Nancy, j'ai grandi en Auvergne, j'ai eu une enfance assez classique, heureuse. Et très tôt, je me suis intéressé à la culture du street art et surtout du graffiti que je pratiquais de manière intensive. Ça, c'était plutôt à l'âge de 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc, je prenais beaucoup de photos à l'époque de cette période graffiti que je pratiquais. Et donc je faisais de l'urbex et à l'époque j'ai commencé à documenter, répertorier tous les graphes de ma région sur un blog que j'avais créé et c'est à ce moment-là que j'ai acheté mon premier appareil photo réflexe. Je me suis vraiment du coup intéressé à la photo durant l'adolescence. J'étais vraiment passionné par cet univers, notamment la nuit avec ses éclairages assez froids et toute cette ambiance liée au street art. Et petit à petit, ça a dévié vers la photo de rue. Donc après la terminale, j'avais pas vraiment d'idée précise de ce que je voulais faire. Et puis en fait, j'ai choisi de faire une école de commerce sur les conseils de mon entourage. Pendant l'école, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Donc j'ai habité 1 an en Écosse, 6 mois en Chine et puis quasiment 2 ans aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment profité de tout mon temps libre pour commencer à faire des photos et des séries un peu plus poussées. C'est dans ces voyages où j'ai commencé à développer un intérêt, on va dire, prononcé pour la photographie. Et donc c'est à ce moment-là, en 3e ou 4e année de mes études, que je me suis dit que j'aimerais en faire mon métier. Et à l'époque, je commençais à partager mes photos sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, c'était plutôt Flickr et même les débuts de Facebook. Donc c'était il y a 10 ans. Et puis il y a des marques qui ont commencé à me contacter. Et du coup, dès que j'ai fini mon stage de fin d'études aux États-Unis, je suis rentré en France et je me suis lancé en tant que photographe indépendant. Et ça, c'était en 2015, donc il y a 6 ans. Mon premier souvenir en rapport à la photo, c'est un souvenir qui date de mon enfance. C'est un vieil appareil photo argentique que mes parents m'avaient acheté. Donc c'est plus un appareil pour enfants, mais je me souviens passer des journées pendant les vacances à coller, à noter ces photos comme pour faire un carnet de voyage. Et puis après, plus rien jusqu'à la période graffiti à l'âge de 15 ans. Pour décrire mon style, je dirais que c'est une photo assez minimaliste avec un travail sur la composition, les ombres, les lumières, très important, et concentré sur des détails du quotidien, principalement aux États-Unis, là où j'habite depuis un peu plus de 7 ans.
Je dirais que la photographie que je fais a pas mal évolué au cours de ces dernières années. Au début, donc, tout ce qui était lié à l'univers du graffiti, je faisais beaucoup de street photos, donc de photos prises sur le vif, un portrait volé et beaucoup de photos prises à New York. Et puis après, au fil du temps, j'ai commencé à voyager dans le pays et il y a une iconographie qui s'est créée. Je commençais à être attiré par les mêmes sujets, donc des sujets assez récurrents, classiques de l'Americana, donc des icônes de la vieille Amérique, qui sont toujours présentes d'un état à un autre. Donc ça peut être les vieux diners, les voitures, les motels. Et à ce moment-là, c'était il y a quelques années, j'ai changé mon appareil photo pour un appareil photo argentique qui a changé tout mon processus de travail. Et je suis passé sur une photo plus posée, en tout cas plus peut-être contemplative dans la manière de procéder en tout cas. Pour ces photos d'objets du quotidien, il existe un côté un peu théâtral dans mes photos. Ça veut pas dire que je vais mettre en scène, que je vais créer ou mettre en scène, mais ça peut être essayer de trouver un angle un peu différent pour un objet qui peut être perçu comme complètement banal, mais qui au final m'interpelle. Ça peut être aussi une ambiance, un paysage. Je prends un exemple dans le Nevada avec un bar en solitaire qu'on trouve au milieu de nulle part. Donc ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'autre Amérique et d'essayer de proposer une autre vision de ce qu'il y a derrière la couverture un peu lisse du rêve américain. Et aujourd'hui, je me concentre sur une photographie plus documentaire avec un travail en amont sur un sujet précis. Et j'essaie de me tourner vers une photo plus humaniste, en tout cas avec un retour au portrait. Et je pense que j'avais vraiment besoin de revenir vers le contact, d'apprendre plus sur les personnes que je photographie, d'avoir un vrai échange, alors qu'avant c'était plus de la photo prise sur le vif, donc moins détaillée. Et donc d'en apprendre plus sur le sujet, connaître son histoire, son environnement, et toujours dans le même style de photo avec une composition de l'image assez réfléchie. Je photographie avec un appareil moyen format argentique, donc un Mamiya 7. Et ça a commencé un peu comme une étude du concept du temps, de son ralentissement. Et c'était une vraie rupture avec la photo de rue et notamment de la frénésie qui règne à New York, là où j'habite. Et du coup, c'était pour moi le moyen de passer à une nouvelle approche de la photo, donc cet appareil. Donc à l'inverse de la street photo qui est très dynamique, où tu arrives, tu shootes et limite tu t'en vas. À partir de ce moment où j'ai décidé de passer à l'argentique, j'ai vraiment découvert une photo plus lente et plus réfléchie. Surtout que je suis pas du genre à mitrailler devant une scène. Souvent, je prends une ou deux photos et du coup, le faible nombre de poses sur la pellicule 120, donc je peux prendre 10 photos par pellicule sur mon appareil. Je trouve qu'il est assez adapté à mes besoins. Et aussi, cet appareil, le moyen format argentique, je trouve vraiment que ça me permet de prendre plus du temps avec mes sujets, et de me concentrer sur l'essentiel. Parce qu'avec un appareil digital, on a tendance, en tout cas moi, à vouloir tout de suite vérifier ce qu'on a pris en photo, voir si on a la bonne photo. Et au final, je pense que c'est plus une contrainte qu'un avantage, notamment pour les portraits ça a tendance à casser la dynamique du moment. Du coup, mes influences, elles sont principalement issues du cinéma et de la photographie en elle-même. J'ai été assez marqué par le mouvement de la New Topographie aussi, qui a été une exposition dans les années 70, si je me trompe pas, donc que j'ai découvert beaucoup plus tard, avec des photos de paysages modifiés par l'homme. Ensuite, il y a beaucoup de photographes, notamment les pionniers de la photographie couleur, comme William Eggleston, Stephen Shore ou Joel Sternfeld qui m'ont inspiré, notamment leur livre Uncommon Places de Stephen Shore et 214 de William Eggleston, et pour Joel Sternfeld, American Prospect. Et puis plus récemment, d'autres photographes donc, ces dernières années comme Alex Soss, notamment sa série Sleeping by the Mississippi, ou le photographe Brian Scootmat et sa série Grace the Mountain Sands. Plus récemment, je suis le travail de Clementine Schneiderman qui est passé dans le podcast il y a quelques mois, et le travail aussi de Matthew Genitempo. Au niveau du cinéma, donc ça va être plus des films du type Paris, Texas de Wim Wenders ou Days of Heaven de Terrence Malick, ou même No Country for Old Men des frères Cohen. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Pour
Pour rester vivre aux États-Unis, c'est un vrai parcours du combattant, notamment à cause des visas qui se compliquent de plus en plus, donc l'administration qui durcit tous ces visas. Et aujourd'hui, j'ai un visa artiste qui est le visa O1 et qui est fait pour de nombreuses professions indépendantes. Donc en fait, il consiste à monter un dossier pour prouver qu'on a les compétences d'exercer aux États-Unis. Donc ça va être rassembler des lettres de recommandation de personnes issues du milieu de la photo, la presse qu'on a pu obtenir sur son travail photo et puis des contrats à venir aux États-Unis. Et donc tout ce dossier il doit être monté avec un avocat et donc forcément aussi ça a un coût, ces visas. Et aujourd'hui je suis en processus de green card, donc qui est aussi une sorte de green card faite pour les artistes qui s'appelle la green card EB1. Donc c'est le même type de processus que le visa O1 et pour ça donc il faut aussi avoir un avocat et il y a clairement pas 100% de chance de réussite donc c'est assez compliqué. Et aussi avec ces visas ou cette demande de green card, il faut savoir qu'il y a des périodes de non sortie du territoire. Donc là par exemple j'ai pas le droit de sortir du pays, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis pas rentré en France, mais c'est aussi mon choix de vouloir continuer à habiter ici. Sinon en termes administratifs c'est quelque chose que j'aime beaucoup aux US, c'est que tout est vraiment plus simple qu'en France, en tout cas ce que je pense. À partir du moment où tu as le droit d'exercer, vraiment tu peux commencer à travailler, facturer. Il n'y a pas de processus administratif interminable, tu n'as pas besoin même de créer un statut qui peut être photographe-auteur ou auto-entrepreneur ou une entreprise. Là, immédiatement à partir du moment où tu as le visa, tu peux commencer à facturer et à travailler. Même ce qui est du niveau des impôts, tout est beaucoup plus simple à régler. Tu peux avoir un comptable à bon prix, j'ai envie de dire, pour $200, tu peux avoir quelqu'un qui s'occupe de tout pour toi. Pour ce qui est du travail photo, j'ai tendance à le diviser en 2 parties. Donc il y a le travail pour les marques, où là je travaille avec des clients de toutes sortes. J'ai travaillé avec de nombreux clients français d'ailleurs. Ça peut être une campagne pour une marque de lunettes ou alors de la photo d'architecture pour un groupe hôtelier ou même parfois du licensing de certaines photos plus perso. Et puis après, donc du coup, justement, il y a le style, il y a la partie plus perso auquel je consacre beaucoup de temps, donc avec les séries photos, puis création d'un livre photo l'année dernière et puis la vente de tirages. C'est vrai que cette impression de communauté de photographes beaucoup plus soudée aux États-Unis qu'en France, j'ai l'impression que oui, c'est vrai, elle existe et c'est quelque chose que j'ai remarqué assez rapidement. C'est facile de rencontrer d'autres photographes ici et puis j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous assez tournés vers le partage. Après, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a pas mal de ces photographes qui sont aussi européens et qui ont migré aux États-Unis, donc on a pas mal de points communs. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une véritable envie de partage. Après honnêtement, ça fait plus de 6-7 ans que je suis parti de France, donc je peux pas vraiment comparer avec la France, mais je sais qu'il y a plusieurs amis photographes français qui m'ont déjà fait remarquer et m'ont dit « Ah, t'as de la chance !» Aux US, j'ai l'impression que c'est facile de rencontrer d'autres photographes, etc. The Road Not Taken, c'est une série de photos que j'ai commencé il y a 6-7 ans, qui se base sur les icônes américaines avec une investigation des thèmes classiques visuels de l'Americana. Le titre, c'est en référence au poème de Robert Frost et c'est aussi un parti pris pour la série, donc qui a consisté à emprunter les routes les moins fréquentées de l'Amérique profonde, des états moins touristiques comme l'Alabama, le Wyoming ou le Mississippi, donc parcourir ces zones rurales et un peu délaissées de l'Amérique. Pour la réalisation de cette série, je pense avoir parcouru entre 40 000 et 50 000 km en voiture à travers le pays sur plusieurs années. Donc les sujets de The Road Not Taken sont assez récurrents, mais la vision elle est assez différente. Donc je me focalise sur des détails précis et j'essaie de montrer un visage de l'Amérique éternelle et paralysée et du coup une véritable rupture avec la ville où j'habite. Dans cette série, il y a une véritable absence de l'humain dans la série. Donc on retrouve une Amérique vide de ses habitants. Le meilleur moyen, c'était de suggérer leur présence par leur absence. J'aime beaucoup le fait que l'on puisse se demander à quelle période ces photos ont été prises. Donc ça pourrait être il y a 2 ans, comme c'est souvent le cas, ou il y a 40 ans. Et il y a une notion de souvenir préconçu. J'ai l'impression d'avoir un peu déjà vécu certaines de ces scènes que je photographie.
Et c'est notamment dû au fait que j'ai été beaucoup inspiré par cette culture cinématographique américaine. Quelques mois avant la crise du Covid, il y a l'éditeur anglais Setanta qui m'a contacté pour me proposer de publier cette série, The Road Not Taken. Et à ce moment-là, je savais pas vraiment si j'étais encore prêt pour publier un livre, mais je commençais à travailler sur une nouvelle série, plus documentaire, et je me disais aussi que c'était le bon moment de concrétiser tous ces voyages avec un objet concret, matériel, surtout que je suis un gros collectionneur de livres, donc c'est un objet que j'apprécie beaucoup. Et de voir ces photos sur un support différent du numérique, c'est toujours important. Du coup, j'ai demandé à une critique d'art du Los Angeles Times qui s'appelle Léa Holman de réaliser la préface du livre. Et je l'avais contactée en amont pour lui montrer le projet et elle a accepté. Avec la réalisation du livre, j'ai beaucoup appris, notamment au niveau de l'editing qui s'est révélé très important. Donc on a fait un séquençage avec un graphiste. On a essayé de faire en sorte que ça fonctionne par couleur dans le livre. Donc il y a des feuilles calques de couleurs qui différencient les différents chapitres. Et du coup, ces chapitres fonctionnent par dominance de couleurs. Le livre a été tiré à 750 exemplaires et on a eu la chance qu'il soit sold out en quelques semaines avant même qu'il soit sorti. Ouais, après, j'ai quelques regrets au niveau de la production du livre, notamment à cause du Covid. J'ai pas pu me rendre sur place, donc à Londres. Donc c'était assez difficile de tout gérer à distance. Et j'aurais aimé pouvoir un peu plus superviser la production et probablement faire quelques modifications comme la taille du texte d'introduction. Mais bon, c'était aussi le premier livre concret, donc il y aura quelques modifications à apporter pour la suite. All for Our Country, ça a été ma deuxième véritable série où là, il y a eu une approche un peu plus documentaire et du coup, j'ai voulu réduire l'espace à couvrir, à photographier, à me concentrer sur un endroit en particulier. Et cet endroit, du coup, c'est les régions reculées de l'état minier du Nevada. Et donc, l'emplacement des ruées vers l'or les plus célèbres qui ont permis à ces villes de prospérer, en tout cas à l'époque. Ces villes, aujourd'hui, elles sont pour la plupart à l'abandon. Et donc, la série All for Our Country, elle se concentre principalement sur ces petites villes casinos qui ont du mal à se réinventer et qui voient leur population désertée. Du coup, cette série, c'est l'histoire d'une autre Amérique, celle éloignée de la folie des grandes villes, et qui, comme l'exprime la devise de l'État, et qui est le titre de la série, sont des gens qui se battent pour survivre pour leur pays. La série All for Our Country, elle exprime une nostalgie de la beauté du passé, ainsi qu'une véritable dévotion pour ceux qui choisissent de rester. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Mon nouveau projet qui est toujours en cours, qui s'appelle There is a Silence. C'est une série photo que j'ai commencé il y a 2 ans. J'ai cherché un sujet avec une histoire, une série plus étudiée où cette fois il y aura un vrai travail de recherche, donc beaucoup plus documentaire. Et donc en me renseignant sur le site d'un journal local du Nevada, puisque je m'étais rendu donc dans le Nevada notamment pour cette série All for Our Country, et l'État m'avait beaucoup inspiré. Et du coup, je me suis mis à faire des recherches un peu plus poussées sur cet État, et je suis tombé sur un festival qui est organisé dans la petite ville d'Elko au nord-est du Nevada, qui est le festival qui s'appelle The National Cowboy Poetry. Donc en fait, c'est un festival où se rassemblent tous les cowboy poètes du pays chaque année. Donc cette série, elle est sur les cowboy poètes, une tradition peu connue que je ne connaissais pas avant d'entamer cette série. Et donc ça m'a intrigué de voir ce festival dans une petite ville du Nevada que je connais bien, donc qui est principalement constitué de casinos et de motels. Et surtout, j'avais jamais entendu parler de cowboy poètes. Donc je me suis rendu au festival, c'était en janvier 2019. Donc j'ai rencontré plusieurs de ces cowboy poètes. Et en fait, ce qui m'a intéressé sur cette série, c'est que dans ma tête, j'avais vraiment une idée du cowboy, comme je pense tout le monde peut un peu l'avoir,
du cow-boy un peu dur, un peu fermé et taciturne, donc loin de l'image d'un poète qui montre ses émotions et sentiments. Du coup, je me suis intéressé au sujet et donc du coup, je me suis rendu à ce festival pour rencontrer ces cow-boys qui disparaissent peu à peu, puisqu'avec la croissance de l'industrialisation, il y a de nombreux agriculteurs qui ont quitté la campagne pour la ville à la recherche d'une vie meilleure. Donc la cowboy poetry, la poésie cowboy, elle est née après la guerre civile américaine et ça fait quasiment plus d'un siècle que certains cowboys écrivent des poèmes sur leur quotidien qui est souvent difficile, sur la terre qu'ils aiment, sur leurs traditions et sur leur quotidien difficile. Donc j'ai commencé mes recherches et je suis tombé sur un groupe de cowboy poètes qui habite à Mesquite, qui est, je crois, en Utah, si je me trompe pas. Et ce sont des cow-boys, donc ils sont 8 ou 9, et ils se rassemblent une fois par semaine pour réciter leurs poèmes, donc entre eux. Donc après y avoir assisté, il y a un des cow-boys curieux de ma présence qui m'a proposé de passer la nuit chez sa famille pour en apprendre plus sur cette tradition. Donc ça m'a conforté dans l'idée d'avancer sur cette série. C'était assez marrant d'ailleurs parce que ce cowboy il essayait de me convertir, il est issu de la communauté mormone et du coup il m'a offert un livre sur un basketteur connu qui avait décidé de se convertir à la religion mormone. Et puis de fil en aiguille, après avoir rencontré tous ces cowboys, après avoir passé du temps auprès de chacun d'entre eux, chaque cowboy me recommandait un autre cowboy poète qui était dans un état voisin ou complètement à l'opposé du pays. Et du coup, en 2020, je me suis rendu chez une quinzaine de ces cow-boys à travers le pays, donc que ce soit dans le Nevada, dans le Wyoming, dans le Dakota du Nord, du Sud, au Kansas. Et donc la série est toujours en cours. Donc j'ai rencontré plusieurs de ces cow-boys au festival de Cowboy Poetry, mais j'ai décidé de pas les photographier à ce moment-là parce que je voulais vraiment leur rendre visite pour comprendre un peu mieux leur environnement, leur envie d'écrire de la poésie. Et je voulais donc les photographier dans leur environnement familier et donc découvrir ce mode de vie. Donc à chaque fois je voulais passer, je leur proposais de passer au moins une journée avec eux pour mieux comprendre tout cela. Et donc certains de ces cow-boys, dont le plus jeune que j'ai rencontré, Jonathan, il devait avoir une trentaine d'années, donc lui il était vraiment super occupé. Il gérait un troupeau de 300 bêtes en même temps, donc lui j'ai plus fait des photos sur le vif ou quand il avait un peu de temps, mais donc j'ai passé la journée avec lui pour voir son mode de vie. Et donc il y en a d'autres qui avaient beaucoup plus de temps, donc plus âgés. La plupart, je dirais qu'ils ont entre 60 et 85 ans. Donc il y en a qui insistaient pour que je passe la nuit chez eux, et ça a souvent donné lieu à des photos plus fortes, je pense, que ceux avec qui j'ai passé moins de temps, forcément. Donc pour cette série, je savais que je voulais inclure des poèmes dans la série. C'était un peu comme une évidence vu la série. Et surtout qu'il y a certains de ces cow-boys qui sont vraiment très bons dans leur domaine. Je pense notamment à cette photo de Patricia Frolander, donc qui est une femme cow-boy poète qui vit seule dans un ranch. Elle a 80 ans, tout au nord-est du Wyoming, même pas dans un village, mais dans la campagne super isolée. Et elle a remporté de nombreux prix, de nombreux trophées. Et elle est même lauréate du Wyoming en poésie. Donc les photos de paysages dans cette série, ce sont des lieux qui ont inspiré tous ces cow-boy poètes, donc soit de manière consciente ou même inconsciente. C'est là où ils ont grandi, là où ils travaillent, et même c'est là où ils écrivent. Donc je voulais vraiment montrer ces sources d'inspiration pour eux. Donc je voulais aussi que cette série elle soit une sorte d'évolution de mon style photographique de ces dernières années. Le même style de photographie mais adapté à un environnement différent et donc à une approche plus documentaire. Forcément j'ai été influencé par Alexa, c'est toutes ces séries, j'ai le livre Niagara, Sleeping by the Mississippi ou même sa dernière série où c'est vrai qu'il a une approche où il photographie à la chambre, donc c'est un processus qui prend encore plus de temps, donc rien que le temps d'installer son appareil photo, il doit prendre le temps pour discuter avec eux, pour occuper entre guillemets ce blanc. J'ai vu que souvent d'ailleurs il leur demandait d'écrire leur plus grand rêve sur une feuille, le temps qu'il set up son appareil photo, et du coup ça permet de créer un lien plus fort. Moi j'ai plus choisi
de quasiment passer toute une journée chez eux, voire plus, pour ceux qui l'acceptaient. Et c'est comme ça que j'ai essayé de créer des liens avec ces cow-boys poètes. Je suis très intéressé par toutes ces zones rurales en Amérique et c'est même celles que je considère un peu comme c'est celles que je considère comme les plus authentiques. Et à la manière de Road Not Taken, j'essaie de me perdre dans cette Amérique et de photographier des communautés que je suis amené à rencontrer. Après, il y a quelques années, c'était plus des communautés que je rencontrais un peu par hasard ou le fruit de simples rencontres sur la route. Mais aujourd'hui, c'est plus un travail de recherche. Après, je suis une nature assez curieuse, j'engage rapidement la conversation avec les gens que je rencontre et ça donne lieu justement à des rencontres plus poussées ou des gens qui m'indiquent. Je pense à la photo que j'ai prise d'un homme dans le Nevada qui s'appelle Bob, avec qui je suis toujours en contact et qui, s'il pense à une idée de communauté vers chez lui, il n'hésitera pas à m'envoyer un email, même 2-3 ans après, parce qu'il avait vu mon intérêt pour ces communautés et il est resté en contact avec moi. Donc pour les trouver, toutes ces communautés, ça peut être des semaines de recherche ou des mois même, ou ça peut être des recherches sur l'histoire d'une ville ou même d'une région, voire d'un État. Et j'essaie aussi de chercher des sujets qui ont été peu traités, ce qui est assez difficile quand même. Ouais, je pense qu'en fait j'ai changé cette manière de photographier parce que c'était une évolution qui s'est faite un peu naturelle au cours de ces dernières années. Ça fait quasiment 15 ans que je fais de la photographie et je pense que ces dernières années, elles m'ont poussé à traiter des sujets plus recherchés. Et j'avais vraiment besoin de remettre en question mon travail et j'ai l'impression que j'ai essayé de donner un peu plus de sens aux images que je crée. Et les intégrer, et pour moi, ce sens, il passait par une intégration à des séries un peu plus journalistiques. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel sur la photo que je pratique. Le futur de la photographie, c'est une question très complexe. Pour moi, je l'imagine de moins en moins fermée et j'ai envie de dire plus juste et plus diverse, qui représente mieux les minorités. Pas forcément par les photos prises de ces minorités, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience et que il y a des photographes issus de ces minorités qui vont être choisis pour traiter ces sujets, à la différence d'il y a quelques années où on avait tendance à envoyer un photographe connu pour photographier ces minorités. Donc j'ai l'impression qu'il y a une photographie qui va être plus engagée. Et à mes yeux, c'est le moyen le plus puissant pour faire passer un message, la photographie. Et je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus de place à un retour pour ces vieilles techniques de la photo, donc notamment avec l'effervescence du retour à la photo argentique ces dernières années, mais même par des processus de photographie qui pourraient être encore plus anciens et divers. Donc je pense que la photographie a un avenir radieux. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme l'ont fait par exemple Shoshana, Grégoire ou Lina, et recevoir du contenu et des contreparties exclusives. Le lien est dans la description. À très vite pour un prochain podcast.